Le vendredi 20 mai 2022, le Cameroun célèbre le cinquantenaire de son unité nationale et pour cette édition qui revient après 2 années de trêve due au Covid-19, les Camerounais ont droit à la parade civile et militaire sous un format plutôt réduit sur l'ensemble du triangle national. Seulement, ce 50e anniversaire se déroule dans un contexte particulier, crise sociale, politique, économique, sanitaire et sécuritaire, d'où cette volonté à travers le thème de cette édition de conduire nos forces de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l'émergence 2035 au Cameroun. Mais comment cette paix sociale et cette cohésion nationale lorsque ça bouillonne dans tous les secteurs d'activité? Comment maintenir donc cette paix dans un climat très tendu au Cameroun? On en parle dans le débrief de l'actualité ce soir, axé sur le cinquantenaire de l'unité nationale à l'épreuve des crises sociopolitiques. Bonsoir. Vous êtes en direct sur Canal 2 International, sur nos pages Facebook et YouTube. Il vous suffit tout simplement de taper Canal 2 et vous nous avez à l'instant même. Alors, je commence par les invités de marque sur ce plateau, comme tous les soirs dans le débrief de l'actualité. Cheikh Faisal Mounir, modérateur de la conférence des imams. C'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers panélistes. C'est un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver, n'est-ce pas, dans ce somptueux plateau avec d'imminents débatteurs, avec à mes côtés, n'est-ce pas, le célèbre. Je vais le présenter, rassurez-vous. Voilà. Donc, c'est un plaisir. Je pense pouvoir être à la hauteur, n'est-ce pas, du débat du jour. Merci d'être venu. Lui, c'est un docteur en droit, spécialiste ou spécialisé en histoire de droit et des institutions. C'est peut-être la énième fois qu'on le reçoit sur le plateau du débrief de l'actualité pour son expertise. Philémon Moubeke Aboussi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Et cette fois, ça va avec le nom. Oui, on avance. D'accord. Comment vous allez? Je vais très bien. Et je suis heureux de revenir sur ce plateau pour essayer d'apporter ma part de contribution à la construction de l'édifice national. D'accord. Merci également de votre présence. Lui, on ne le présente plus. Il fait partie des doyens de la scène politique au Cameroun. Quand on parle de Anissé Kane, on n'a pas besoin de vous le décrire davantage. Il est le président du Manidem et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il a répondu à notre invitation de dernière minute. Il faut le préciser. Merci beaucoup. Comme d'habitude. Merci de m'avoir invité. Oui. Et bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2 International. Nous on débat d'un sujet sérieux. Oui. C'est pour ça que je suis ravi d'être là. Merci d'être venu. Valérie Mandengue du RDPC était annoncée sur ce plateau à la dernière minute pour des soucis de santé. Il ne sera pas avec nous. On espère qu'on l'aura certainement sur d'autres plateaux, certainement. Alors, Anissé Kane, je commence par vous. Le Cameroun célèbre son cinquantenaire de l'État unitaire. Quel chemin parcouru? Quel mauvais chemin parcouru. Parce que ce thème a le malheur de mettre tout en même temps. À l'épreuve des crises sociales. Je ne sais pas si les crises sociales ont un impact sur l'unité nationale automatiquement. Les crises politiques, certainement, mais pas les crises sociales, puisque la société est quand même une société à classe sociale. Et que ces classes sociales sont en opposition dans le partage de la richesse nationale. Elles sont constamment en opposition. La paix sociale est un équilibre instable. Donc la liaison avec l'unité nationale, moi je ne la vois pas beaucoup. Les crises politiques, par exemple,
sociopolitique et sécuritaire comme dans le Nozo, oui, on doit en parler dans le cadre de l'unité nationale, parce que cette crise est la conséquence directe du processus de l'unité nationale qui a été vicié dès le départ. On y reviendra tout à l'heure. D'accord. Alors, Tchèque, on parle de l'unité nationale, ça fait 5 ans d'année. On a lié cela avec le climat social, parce que justement, en ce moment, ça bouillonne dans toutes les régions du Cameroun. La vie chère, on a ici à Douala les cases qui se multiplient, des familles qui sont à la belle étoile. C'est que ça vient quand même entacher tout ce qui se passe, la célébration de cette unité nationale, parce qu'il y a certains Camerounais qui ne se retrouvent pas dans cela. Écoutez, moi je voudrais embrayer sur le président Ekane pour dire qu'en réalité, l'unité nationale, nous allons le dire, il est consacré au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques velléités qui peuvent émaner effectivement des contingences extérieures sur le plan économique avec l'Ukraine et autres, qui peuvent entacher, par exemple, le coût de la vie, que nous pouvons remettre en cause l'unité nationale. Mais en revanche, effectivement, que les guerres comme celle du Nozo peuvent être, n'est-ce pas, une véritable, c'est-à-dire la tâche qui vient, n'est-ce pas, entraver la bonne marche, n'est-ce pas, du Cameroun. Et donc, on va être assez mitigé pour dire qu'effectivement, l'unité nationale, il est évident, les pouvoirs publics se battent, n'est-ce pas, à le matérialiser de plus en plus et le faire vivre de plus en plus. Mais nous allons avouer que, n'est-ce pas, s'il y a quelques crises d'ordre social et autres, ce n'est pas de nature à mettre en cause cette unité. Philémon, on a un moment crucial de l'histoire de notre pays, et vous qui êtes spécialisé justement en histoire du droit, est-ce qu'on peut présenter un peu le contexte de ces 50 ans de l'unité nationale? Au-delà du contexte, je pense qu'on peut juste rappeler de manière ramassée pourquoi on parle d'unité nationale et comment on en est arrivé là. Il faut noter d'entrée de jeu que le Cameroun a été, dès les années 1884, un protectorat. Et il se trouve que entre 1914 et 1919, le monde est en guerre, Première Guerre mondiale. Et la France et l'Angleterre vont battre donc la puissance protectrice du Cameroun, qui était l'Allemagne, et l'Allemagne va perdre la guerre. Et la France et l'Angleterre vont prendre le Cameroun à partir pratiquement de 1916, d'abord sous forme de condominium, jusqu'en 1918. Et en 1918, ils vont se partager le territoire du Cameroun. Les Camerounais qui étaient habitués à vivre ensemble dans une entité territoriale unique vont se retrouver partagés entre deux puissances, avec des conséquences que cela implique en termes d'institutions, en termes de langue et tout ce qui va avec. Et on va se rendre aussi compte très tôt qu'à partir de 1920, les Camerounais vont s'éveiller, notamment dans la partie francophone d'abord, avec le fils de Rodolphe Douala Mangabel, Alexandre Douala Mangabel, qui va revendiquer, après un séjour à Londres, puis à New York, de manière officielle, la revendication, la réunification du Cameroun en écrivant une correspondance au chef de l'autre côté du Mungo, notamment au chef de Kumba. Mais cette action initiée par Douala Mangabel sera reprise quelques années plus tard, et là nous sommes pratiquement en 1933 du côté du Cameroun rattaché au Nigeria, à la colonie du Nigeria, notamment avec des noms comme le docteur Ndele et plus tard Djongo Foncha. Et là nous sommes dans les années 33 avec la création de l'association des étudiants camerounais
au Nigeria, ce qu'on a appelé le Cameroun Youth League. Yes. Oui, en quelque sorte. Et ce sera là les prémices qui vont nous conduire plus tard avec la récupération politique du mouvement de l'UPC, du côté francophone et du côté anglophone, avec deux partis politiques, le KNDP et le One Cameroun. Le KNDP de Djonkou Foncha et de Dr Ndélé d'ailleurs, et le One Cameroun de Ndetou Maza. Donc, ces deux entités de part et d'autre vont donc œuvrer à l'unité du Cameroun. Et ce sera consacré de manière officielle lors des 3 rencontres qu'il y a eu. D'abord, la rencontre de Kumba. Puis, là, nous sommes pratiquement en 1951, les assises de Kumba, où les 3 partis se sont retrouvés. Puis, on aura les assises de Tchiko en 52 et les assises des ECA, avec la déclaration des ECA qui avait 3 points essentiels. La réunification, le premier point. Le deuxième point, la création d'un gouvernement de consensus avec 80% de Camerounais et 20% d'expatriés. Et l'indépendance, un calendrier pour l'indépendance. Et c'est, je peux dire, voilà, présenté de manière ramassée comment on est arrivé à l'unité à travers l'État, la création de l'État fédéral, consacré par le référendum du 20 mai 1972. D'accord. Alors, Anissé, tout ce chemin parcouru là, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que c'était la bonne décision de se retrouver dans cet État unitaire-là, de pouvoir se regrouper? Ce qui me gêne beaucoup dans cette description historique, c'est qu'elle fait fi du contexte international, géostratégique, mondial. Parce que vous faites comme si ça s'est passé entre les Camerounais, il n'y a pas d'interférence des puissances occidentales, il n'y a pas eu le partage à la conférence de Berlin, il n'y a pas eu Fumban où il y a eu une duperie entre les élites du Cameroun occidental, comme on l'appelait, du Cameroun occidental. Je voudrais dire, il ne faut pas construire l'histoire sur des choses factices. Il faut la construire sur la vérité. La vérité est que tous les avatars du processus d'unité nationale qu'on nous sait au Cameroun aujourd'hui est le fruit de la conférence de Berlin, de la réunion de Fumban, qui sont la consécration de l'intrusion étrangère et de la duperie des élites de part et d'autre par rapport à l'avenir de l'immense majorité des Camerounais. Le fait que l'UPC inscrit la réunification avant l'indépendance avait un sens. Parce que pour l'UPC, il fallait reconstruire ce que les Occidentaux ont dépecé en se partageant pour des raisons uniquement économiques notre territoire, premièrement, pour accéder donc à la souveraineté. Et aujourd'hui, lorsque je suis certaines émissions à CRTV, on a l'impression que on se demande si l'unité nationale, c'est une réconciliation entre les Camerounais francophones et anglophones. Les Camerounais, dans leur immense majorité... Mais c'est en ça qu'on a réduit carrément ce qui se passe actuellement. Oui, les Camerounais, dans leur écrasante majorité, à part les élites UNCR, DPC et UC, ne sont en rien responsables de tout ce qui s'est passé de 61 à 72, etc. Ils ont subi, du fait de la dictature de ces régimes, ce processus bancal avec tous ces avatars d'une unité nationale. Et c'est aujourd'hui que nous voyons qu'il faut bâtir sur du solide et sur la vérité. Quand on ne bâtit pas sur du solide et de la vérité, on a la crise du nozo. Donc, je pense qu'il faut sortir de ce paradigme qu'il faut réconcilier les Camerounais anglophones et francophones. On n'a pas de problème entre nous. On est des victimes des puissances anglo-saxonnes et françaises. On est victime des régimes Aïdjo, UC, UNC, des régimes RDPC qui ont engendré par leurs manœuvres liées aux intérêts étrangers tous les problèmes qui n'ont pas consacré une unité des peuples. D'accord. Okay, si vous permettez, oui, allez-y. Il faut que je rebondisse un peu.
Juste pour dire ceci, mon souci était de présenter comment a germé l'idée de l'unité nationale. Je n'étais pas dans l'analyse du processus. On pourra revenir sur l'analyse du processus. Mais moi, je présentais la naissance de l'idée et le développement à travers les deux parties du Mungo. Je n'étais pas dans l'analyse des compris. On va venir tout à l'heure sur votre analyse à vous de ce qui s'est passé cette période-là. Alors, Tchèque, on a suivi la présentation d'Anissé. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'on est quand même à 50 ans, on n'a pas rectifié des erreurs passées? Je pense que nous devons comprendre que le chef de l'État, lors de la célébration de la fête de la réunification à Boya, vous voyez bien qu'il est revenu dans son discours en citant pour l'une des rares fois le nom de ces héros. Il ne les a pas prononcés. Il a dit nos prédécesseurs, il n'a pas prononcé un seul nom. Ça avait été d'ailleurs fortement critiqué sur les réseaux sociaux. Allez-y. Oui, bon, vous savez, le discours du président de la République, et c'est un discours qui est succinct, et puis les analyses se font bien après. Donc je pense que le simple fait de reconnaître que ces héros ont participé. Ont participé. Nos prédécesseurs. C'était le terme. Bon, voilà. Le simple fait de le reconnaître suffit, n'est-ce pas, de faire le deuil de ce passé qui marque aujourd'hui notre existence. Je crois qu'à partir de là, il nous a plutôt invités, n'est-ce pas, de puiser de ces héros, n'est-ce pas, la force pour entrevoir l'avenir. Donc je crois que de ce point de vue, nous ne devons plus continuer à nous morfondre sur ce passé. Et il est important plutôt, n'est-ce pas, d'entrevoir l'avenir avec toutes les nouvelles difficultés qui se présentent à nous. Donc voilà à peu près comment moi je vois. Philémon, entrevoir l'avenir, mais il est important de penser à son passé, de régler ce qui y a réglé, de pouvoir faire table rase sur un certain nombre de choses, ou alors corriger ce qui s'est passé pour pouvoir avancer, sinon ça nous rattrape. Oui. Il faut dire que lorsqu'on regarde l'architecture normative de l'État ou alors la construction de l'État du Cameroun, il y a une certaine lisibilité. Parce qu'on va constater que pratiquement depuis l'accession à l'indépendance en 1960 jusqu'à pratiquement à la constitution de 1996, on a assisté à un certain resserrement des régimes successifs et à la mise sur pied d'un système qui était pratiquement, on peut dire, quasi répressif. Et cela se justifiait pourquoi? Parce que, du moins, de manière officielle, on dit qu'il s'agit de consolider les assises du jeune État indépendant. Une fois qu'on considère que les assises ont été considérées, c'est d'ailleurs comme ça qu'on va justifier le passage vers le parti unique avant le retour du multipartisme. Oui, d'ailleurs, à travers ce qu'ils vont appeler la répression de la subversion et ce qui va suivre. On considère donc qu'une fois qu'on a resserré les liens pour fonder la nation camerounaise, il faut maintenant desserrer un peu. D'où la réforme constitutionnelle de 1996, qui est aussi le résultat des luttes politiques. À travers les mouvements, la revendication de la démocratie, parce que ça n'a pas été un don. Pas du tout. On connaît bien ce qui s'est passé avec les villes mortes. Ici, on sait quelque chose. Avec les villes mortes. On dit donc que maintenant, il faut desserrer. Et pour desserrer, l'État dit le meilleur moyen de desserrer, c'est d'abord, accorder les libertés aux individus. Maintenant, pour ce qui est de la forme de l'État, passer à un autre cran de l'État unitaire, qui est l'État unitaire décentralisé. Et il faut dire ici que la décentralisation, normalement, telle qu'elle avait été conçue, s'il y avait eu une mise en œuvre effective, pouvait nous éviter un certain nombre de problèmes. Parce que en 1960, le Cameroun qui accède à l'indépendance, c'est en réalité le Cameroun des élites. C'est-à-dire c'est l'élite politique, l'élite administrative, l'élite intellectuelle qui accède à l'indépendance et qui prend la place du blanc. C'est-à-dire le blanc est parti, je prends la place du blanc. Et ça fait donc que lorsque l'élite a accédé à l'indépendance, et c'est dommage de le rappeler ici, l'élite n'a pas pris la peine de déconstruire
l'architecture coloniale de l'État. Coloniale déjà. N'est-ce pas? C'est pas seulement de l'État, même des connaissances qui étaient en vigueur à cette époque-là. C'est-à-dire, l'indépendance a consisté à dire, le blanc est parti, je prends la place du blanc, je continue la politique du blanc. politique que le blanc menait en réalité. On se disait donc qu'avec l'arrivée de la décentralisation, enfin les masses vont accéder à l'indépendance à travers la pratique de la démocratie au niveau local, à travers l'impulsion du développement au niveau de chaque localité. Oui. Et cette indépendance des masses était tellement importante, du moins du point de vue des analystes, parce que c'est la cause fondamentale des coups d'État en Afrique. C'est-à-dire, vous avez la masse populaire qui vit dans l'extrême pauvreté et vous avez l'élite qui s'accapare du gâteau national et qui se répartit. On se répartit le gâteau. Chacun a la clé de son petit coffre, comme disait un analyste sur ce plateau. Oui. Donc, on se disait donc que si on avait entamé avec une réelle volonté politique, la mise en œuvre d'une politique de réelle décentralisation, on pourrait accéder, les masses, enfin, pourraient accéder à l'indépendance. D'accord. Et du simple fait que, dans le processus de la décentralisation entamé, on se rend compte que l'élite s'accapare encore l'essentiel et peine à opérer les transferts de compétences à qui de droit. C'est-à-dire pour prendre en main la gestion des affaires au niveau de la localité. Et ça pose problème. Ça pose problème dans la mesure où il n'y a pas une sorte de, la population se sent dessaisie. D'accord. Alors, pour poursuivre dans le débat, Anissé, est-ce que, au-delà de tout ce qui est dit, est-ce qu'il y a ce sentiment d'appartenance à une même nation de la part des Camerounais quand vous regardez la configuration actuelle, après ce qui est décrit par Philemon? Est-ce qu'on a le sentiment de véritablement appartenir à une même nation? Je l'ai dit, je le redis avec force. Les Camerounais, l'écrasante majorité des Camerounais, n'ont pas de problème entre eux. Il y a quand même des éléments révélateurs. L'attachement, j'allais dire viscéral, à notre équipe nationale, à nos équipes nationales en matière de sport, etc. Le brassage des populations, le brassage des cultures, le mariage mixte, la musique, le côté culinaire, l'art culinaire, tout ça a brassé les Camerounais de telle manière que c'est pas ça qui leur pose problème. Ce qui pose problème, c'est la gestion de leur avenir. Cette gestion est accaparée par l'élite dont vous parlez, c'est-à-dire l'État néocolonial, il faut le dire. Oui. Et avec de part et d'autre la distribution des zones d'influence. Donc, présenter aujourd'hui le problème que l'unité nationale est là par faire, il faut réconciliation des Camerounais. Il n'y a pas de réconciliation des Camerounais. Les Camerounais sont Camerounais depuis des lustres. Sauf qu'il y a un problème qui se pose aujourd'hui avec, si on prend la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a un sérieux problème où il y a quand même une revendication particulière où les gens voudraient véritablement rester dans leur circonscription, dans leur petite région, dans leur petit État. Et ça crée ce que ça crée aujourd'hui. Je ne crois pas. Il ne faut pas prendre les conséquences par rapport aux causes. Ce qui pose problème dans le Nozo, c'est le sentiment réel, le sentiment juste que les masses dans le nord-ouest et le sud-est ont l'impression qu'elles ne participent pas à la richesse du pays, de la richesse nationale. Et ça, pas à cause des francophones qui sont de l'autre côté, qui eux-mêmes sont dans la même situation. Le développement de nos régions pose problème, l'harmonie de l'espace, l'organisation de l'espace national par le pouvoir en place pose problème. Les casses, etc., sont la manifestation du fait que la spéculation foncière, le pouvoir de l'argent, la corruption des fonctionnaires, le népotisme, tout ça a gangréné le pays de telle manière que c'est la loi de la jungle. Donc ce sentiment d'être un peu au bord de la route, il est partagé autant chez
anglophones que chez les francophones. Beaucoup plus dans la zone anglophone parce qu'il y a eu effectivement ce déséquilibre entre la France et l'Angleterre dans l'accaparement de la direction du pays et que, bon, ça s'est répercuté au niveau des masses de ces deux zones. Mais les véritables responsables, ceux qui nous ont créés et qui nous créent les problèmes, comme les casses, comme celle qu'il y a eu à Dikolo, c'est l'élite. C'est l'élite. Ça n'a rien à voir avec le fait que telle tribu vient s'installer chez l'autre. C'est l'argent, c'est la spéculation foncière, c'est le népotisme, c'est la corruption. Quand on regarde tous ces problèmes, ben, c'est pas le paysan de Bana qui est venu construire l'hôtel Marriott. C'est pas le paysan de Bana qui traficote les titres fonciers. Il n'a rien à voir là-dedans. C'est un problème de la crédibilité de l'État néocolonial que nous avons aujourd'hui et qui, pour l'essentiel, se braque et est solidaire lorsqu'il est question de choisir entre l'intérêt des masses et l'intérêt de leurs affiliés financiers, nationaux ou internationaux. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, il faut sortir de cette histoire que les Camerounais doivent se réconcilier. Les Camerounais n'ont pas de problème entre eux. Nous avons un problème avec la direction de notre pays. Mais justement, vous dites qu'il n'y a pas de problème, sauf que le quotidien aujourd'hui, avec nos réalités, le tribalisme qui est en train de s'installer, les discours de haine, tout ce qui se passe là, nous amène à comprendre que les valeurs de l'unité, là, ont carrément foutu le camp et ça pose un sérieux problème. Check. En fait, moi, je soutiens le président dans cette vision, celle d'un Cameroun où les gens ne se discutent pas par rapport à leurs origines sur le plan de la langue. Pas forcément. Mais vous oubliez quand même que le tribalisme s'est installé. La haine, aujourd'hui, c'est... J'en viens. Moi, j'accuse plutôt cette démocratie qu'on nous a vendue, qui était une démocratie voilée. Parce qu'en réalité, le pouvoir qui aurait dû être, n'est-ce pas, suffisamment stratifié en termes de pouvoir judiciaire, parlementaire et exécutif, aujourd'hui se retrouve être phagocyté par un seul pouvoir qui est l'exécutif. Et dès lors, à partir du moment où la justice ne se retrouve pas, n'est-ce pas, au sommet, n'est-ce pas, de cette pyramide, pour essayer, n'est-ce pas, de pacifier ou de régler les problèmes des communautés, des frustrations naissent. Je vais prendre un exemple qui est, vous pensez que par rapport à la zone anglophone, si après les élections de 1992, on avait continué dans la même lancée, ne serait-ce qu'à ce que l'administration reste impartiale, ou la justice reste impartiale en termes, n'est-ce pas, de pouvoir donner des résultats tels qu'il faut, les anglophones auraient eu besoin de se soulever. Non, il se passe que aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui disent qu'ils sont nos élus, en réalité, n'en sont pas. Raison pour laquelle, quand l'État a besoin, n'est-ce pas, de ces élus, de ces élites fabriquées pour, n'est-ce pas, essayer de pacifier ou d'assister l'État dans le règlement d'un certain nombre de litiges, on se rend compte qu'en réalité, ces gens, les populations ne se reconnaissent pas de ces élites ni de ces élus. Donc je pense qu'il est impératif aujourd'hui que la justice, qui, à mon sens, est libre depuis belle lurette, qu'elle vraiment prenne ses responsabilités en main. Parce qu'on a l'impression que à chaque fois, la justice est en train de faire un clin d'œil à l'exécutif, n'est-ce pas, pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des subsides du pouvoir. Donc voilà pour moi le nœud du problème. Il faut qu'il y ait des élections transparentes, on ait des élus qui sont là pour défendre, n'est-ce pas, nos causes, exactement, et une justice qui est là pour frapper quand il faut. D'accord. Alors, Philémon, vous avez certainement suivi
ces différentes analyses-là, sauf que dans la thématique actuelle aujourd'hui, il y a quand même les mots à ne pas passer outre, préservation de la paix sociale, cohésion nationale, mais au regard de tout ce qui se passe... Ça revient tout le même. Oui, au regard de tout ce qui se passe, on a véritablement l'impression que entre le souhait pour un pays émergent et la réalité, il y a un fossé. Oui. Dans mon propos liminaire, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, j'ai énoncé un principe. L'État s'est construit sur le dos des communautés. C'est-à-dire, lorsque le blanc part, du moins s'il est parti, si on considère qu'il est parti... Il est revenu par la fenêtre. Voilà. Il est revenu par la fenêtre, comme dit le grand frère. Oui. L'élite prend le pouvoir, n'est-ce pas? On assiste non pas à une indépendance réelle de la nation, mais à une forme d'institutionnalisation de l'État, c'est-à-dire de la structure coloniale. Et c'est l'État, c'est l'institutionnalisation de la structure coloniale. Vous devez comprendre. C'est pour ça qu'on vous dessaisit de vos langues ne sont pas des langues officielles. On vous dessaisit des terres, la réforme foncière, dessaisit des communautés des terres, et on vous dessaisit même du pouvoir, c'est-à-dire les détenteurs originels du pouvoir en Afrique noire, c'est-à-dire les chefs traditionnels, sont dessaisis et deviennent des simples auxiliaires de l'administration. Si l'État veut construire la paix sociale, on doit d'abord commencer par réparer des injustices à travers, c'est-à-dire le renouvellement du contrat social. Et ça se passe à l'échelle globale. C'est-à-dire l'État doit se tropicaliser. On ne peut pas construire dans les sociétés de type communautaire, comme les sociétés négro-africaines, des États de type, de type jacobin. Voilà le problème fondamental. On peut se mettre à épiloguer sur la paix, à faire ceci, mais est-ce que la construction de l'État s'est faite dans la paix? Voilà le premier palier. Une fois que ce palier est franchi, si l'État veut construire la paix sociale, l'État doit se réconcilier avec les communautés. Je ne sais pas si vous comprenez bien le sens de mon propos. Oui. C'est par là que ça commence. Si on voulait construire la paix sociale, c'est-à-dire, on devrait, prenons seulement la question des terres, puisque c'est ça qui chauffe actuellement, avec la dépossession à travers ce qu'on appelle l'expropriation. Pour utilité publique. Pour cause d'utilité publique, même si je doute que la construction de l'hôtel de 5 étoiles soit une cause d'utilité publique. Parce qu'il faut encore définir c'est quoi une cause d'utilité publique. Je n'ai rien contre le promoteur. D'abord, je ne suis même pas du littoral. Vous dites que je défends les droits là. Mais c'est pas des comportements de nature à apaiser les communautés. Si on dit qu'on veut vraiment promouvoir la paix sociale. C'est pour ça qu'on dit l'État doit donc, refléter la composition même de nos communautés. C'est-à-dire l'État doit être le cadre général d'amalgamation. Vous dites que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Oui, mais ça, c'est c'est l'hypocrisie. Sauf que, le grand frère l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas bâtir une nation sur la base de l'hypocrisie. C'est parce que vous comprenez très bien. Il faut donc redéfinir un nouveau contrat social à travers l'endogénéisation de l'État. Et c'est ça l'enjeu. Et cette endogénéisation, c'est pas aujourd'hui que vous allez apprendre aux communautés à vivre ensemble. L'homme vit en Afrique depuis plus de 300 000 ans. L'État n'a même pas un siècle, mais l'État est contesté. Est-ce que le village est contesté? C'est le village qui a permis, à l'échelle locale, l'amalgamation primaire des populations, avant de tendre vers les États, royaumes et tout ce qu'on a eu comme, empire en Afrique. L'État doit donc se réasseoir à l'école du village, si vous voulez bien. Sous l'arbre. En réalité, il fait une palabre avec les communautés pour se réconcilier et se réinventer. Parce qu'on parle même de la dépravation des mœurs. Mais c'est parce que le modèle communautaire a été détruit. On dit qu'à la place du modèle communautaire, on va instituer un cours de morale à l'école. Mais sauf que la morale ne remplace ni les contes qu'on faisait au village, ni l'initiation, qui était l'apprentissage de la gestion de la cité. Dès que vous naissez dans la famille royale, on vous prépare à être roi. Mais aujourd'hui, c'est que, parce que vous avez été à l'école, vous avez une licence, vous pensez que vous êtes habilité à être président de la République qui a commandé les Camerounais. Tout simplement parce que vous avez hérité d'un fait colonial. C'est parce que vous comprenez. Et c'est ça le malentendu, il me semble. Alors, Anissé, on l'a dit dès l'entame de ce programme, que c'est un moment historique pour le Cameroun. C'est quand même le 50e de l'État unitaire. Sauf que pour cette célébration, après 2 ans d'arrêt, on a tellement de problèmes. On a parlé des problèmes fonciers tout à l'heure. On a des familles entières dans les rues. Comment parler d'unité nationale à un moment où on appelle les Camerounais dans le vivre ensemble, dans la cohésion sociale, quand des âmes pleurent? Mais je pense qu'il ne faut pas se voiler les yeux. On a affaire
à un État néocolonial qui n'a pas pour, je vais dire, défense prioritaire les intérêts des Camerounais et de leurs habitants. Des communautés. Et de toutes les populations. Le pacte qu'ils ont lié avec l'étranger, même si dans certains pays en Afrique de l'Ouest, il est en train d'être remis en cause, il est là. Parce que comment vous pouvez imaginer que l'expropriation de communautés tient du fait qu'un groupe étranger, bien sûr avec la contribution de locaux, vient construire un hôtel, que pour ce faire, on trafique des titres fonciers, on sudoie l'administration, on arrive même à sudoyer les chefs traditionnels auxiliaires d'administration pour arriver à des catastrophes pareilles. Douala est beaucoup plus exposée parce que c'est une zone, une mégapole, et que c'est l'entrée, c'est le port, etc. Mais quand on a cassé à côté de l'aéroport, on ne s'en prenait pas à la communauté sawa. Donc, mais l'État joue un peu avec ça, parce que ce problème de Dikalo est si important que je ne vois pas comment un État sérieux ne prend pas une position publique sur cette affaire. Il y a un mutisme bizarre. L'État doit trancher et dire que dans cette affaire, voilà ce qui s'est passé, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, on avance ou on recule. On ne peut pas laisser dans l'imaginaire des gens que, bon, il y a des communautés qui s'en prennent à d'autres communautés, et on veut détruire les savoirs au profit d'autres communautés, et il y a le silence de l'État. Ça veut dire qu'il y a une solidarité au niveau de cet État néocolonial pour préserver les intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux des populations. Première chose. Deuxième chose, par rapport à la gestion du pays, le fait qu'il y ait une précarité importante, qu'il y ait la pauvreté, etc., tient du fait que les intérêts de ces gens ne sont pas pris en compte. Comment vous pouvez imaginer, jusqu'à ce qui est paradoxal, c'est le responsable du patronat qui demande qu'on augmente les salaires. Dans d'autres pays, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est une bataille entre les travailleurs et le patronat pour augmenter les salaires. Ici, ça a pris une ampleur démesurée que ce sont les entreprises, ce sont les capitalistes qui disent que augmenter les salaires parce que ça n'avance plus. Et l'État est là, vous regardez ça, et j'entends le ministre du Travail qui dit que non, on peut vivre avec 36 000 francs. Je ne comprends pas. Comment voulez-vous, dans ce contexte-là, que des gens qui sont dans la précarité de toutes sortes, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'habitation, au niveau des infrastructures, comment voulez-vous que dans ce contexte miné, la sensation du bien-être, l'appartenance à une nation unie? Oui, ben, il y a forcément, quand les gens vivent dans les quartiers, je ne crois pas que dans les quartiers, il y a des tensions, j'allais dire communautaires, c'est pas dans les quartiers. C'est lorsque un problème survient et qu'on manipule ces masses qui sont dans la précarité. On a vu les conflits intercommunautaires dans le Grand Mais c'est Nord toujours l'État qui est responsable. Avec des uns et des autres qui avaient besoin de... Pourquoi? Parce que l'État n'a pas organisé l'aménagement du territoire. C'était un problème d'eau, d'irrigation et d'espace. Qu'est-ce qui organise l'aménagement du territoire? C'est l'État. C'est l'État qui est au-dessus des intérêts particuliers, dont on doit tout faire pour que l'harmonie dans l'aménagement du territoire empêche des dérives et puis des tensions entre les différentes communautés. D'accord. Il est le garant justement de l'équilibre de la vie des populations. Si vous permettez. Philémon, allez-y. Oui,
Prenons seulement l'exemple des expropriations. Vous arrivez dans un contexte où, dans la conception négro-africaine, les populations sont propriétaires de leur terre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Lorsque l'État arrive, l'État dit, vous n'êtes propriétaire de rien. La terre appartient à l'État d'abord. La terre appartient à l'État. En réalité, ça c'est un hold-up qu'il faut réparer. C'est-à-dire qu'il faut une réforme foncière pour restaurer les communautés dans leurs droits. Si l'État veut parler vraiment de paix sociale, je prends un exemple. On veut créer une plantation industrielle. Au lieu d'exproprier toute la communauté, pour que la communauté revienne, ils deviennent des prolétaires pour revenir travailler pour les industriels, pourquoi l'État ne demande pas aux communautés de donner la terre comme capital, participation au capital, afin de créer la plantation? La même chose pour la création de l'hôtel. Pourquoi on utilise le décret? Le décret, c'est le symbole de la puissance de l'État. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pourquoi le promoteur ne se rapproche pas des communautés, négocie avec les communautés, quitte à ce que les communautés acceptent que, OK, nous vous donnons le terrain, mais lorsque vous allez construire l'hôtel, nous aurons une telle quote-part. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une réforme foncière qui permette cela. Maintenant que la situation est comme cela, tel que décrit tout à l'heure, pour évoluer dans le débat, comment transcender toutes ces différentes problématiques-là tchèques pour pouvoir appliquer ou pratiquer les valeurs de l'unité telles qu'on demande à chaque Camerounais de pouvoir pratiquer? Bon, je crois qu'au-delà du néocolonialisme et tout autre chose qui a été citée ici, pour véritablement revenir terre à terre, nous allons convoquer ici l'aspect vraiment de la moralité des fonctionnaires qui accompagnent la politique ou les politiques publiques mises en valeur. Voyez-vous, je vais prendre le cas de la communauté musulmane où je suis issu. Je suis à la tête d'une communauté qui a bénéficié d'un décret présidentiel à l'effet de structurer les musulmans à l'image des communautés chrétiennes d'en face. Mais depuis un moment, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a une forme de task force qui est instaurée au sein de la communauté musulmane qui se passe, n'est-ce pas, des trois organisations qui bénéficient d'utilité publique à l'effet de structurer cette communauté. Et il y a des gens qui sont cooptés de nulle part, qui bénéficient de la manne de l'État, qui auraient pu effectivement aider nos organisations à apporter notre contribution à, n'est-ce pas, l'effort de construction nationale. Le maintien de la paix sociale. Le maintien de la paix sociale, mais qui est, n'est-ce pas, je vais dire, tributaire à un certain nombre d'efforts faits par les communautés. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes bien surpris ou vous posez souvent des questions qu'en termes de contribution sur le plan de l'éducation confessionnelle. Combien de collèges ou d'écoles musulmans vous en trouvez? Combien d'hôpitaux musulmans vous en trouvez? Pourquoi les imams ils ne sont pas rémunérés? Pourquoi? Ça vous taraude l'esprit tout le temps, mais vous n'allez pas comprendre. Pourquoi? Parce que les organisations sont là. C'est un peu comme si les gens s'étaient mobilisés pour dire la révolution que le chef de l'État veut apporter au sein de cette communauté, elle ne marchera pas. Les chefs traditionnels bloquent tout. Les opérateurs économiques sont ensemble avec des amis qui ont créé des organisations ou des associations déclarées à la préfecture, dans le cadre de la RSE, bénéficient de la manne. C'est l'occasion pour moi d'interpeller le ministre des Finances afin qu'il soit beaucoup plus regardant, parce que de plus en plus, les entreprises sont en train de gérer leur contact de petits amis avec certaines personnalités dits musulmans pour prendre la manne nécessaire pour structurer, n'est-ce pas, les musulmans. Donc je veux dire, pour conclure, qu'il appartient à l'État, il appartient à la République entière de veiller au respect des tests tels que prescrits au Cameroun. Parce que c'est l'absence du respect des tests qui fait que chacun s'incruste n'importe où et n'importe comment
Vous avez parlé, excusez-moi, vous avez parlé de la question, par exemple, de Boko Haram ou la question des Mousgoum arabes choix. Mais voyez-vous, le simple fait que les communautés musulmanes ne sont pas suffisamment éduquées à l'école occidentale, ça pose aussi un problème. Ils ne connaissent pas leurs droits, même s'il faut les accompagner dans la production intensive agricole, il faut avoir été à l'école. Où sont ces écoles pour que nous puissions participer comme les catholiques, comme les presbytériens et autres? D'accord. Alors, Philémon, puisque là, on se retrouve avec un pays où chaque communauté a ses spécificités, chaque communauté a ses problèmes, comment faire pour que ces différents problèmes-là ne créent pas une implosion ou n'amènent pas les uns et les autres à se replier sur soi pour créer des petites tensions dans des différentes collectivités, un peu comme on observe aujourd'hui. C'est devenu, OK, nous on veut la région ici, nous on veut notre région ici, nous on a besoin de ceci. Et finalement, on a l'impression que chacun voudrait subdiviser le Cameroun. Pourtant, on est vers un Cameroun uni et un, comme on a l'habitude de dire. Oui, mais sauf qu'on ne peut pas être uni en tant que Camerounais s'il y a les gens qui bénéficient des bienfaits de l'unité, tandis que les autres croupissent dans la misère. Il faut qu'on comprenne ça. S'il y a les gens qui bénéficient de l'appareil de l'État au détriment des masses. Et ce n'est pas seulement propre au Cameroun. Je vous ai dit que c'est le problème en Afrique noire. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours les troubles politiques, les coups d'État en Afrique. Pourquoi? Parce que la majorité des populations vivent dans la misère. Et il faut juste qu'il y ait des étincelles. Dès qu'il y a l'étincelle, il le faut prendre. Il faut résoudre une question, fondamentale. C'est-à-dire, il faut décoloniser l'État. C'est-à-dire, l'État ne doit plus être au service des multinationales et alors des puissances étrangères qui, parce qu'ils ont colonisé le Cameroun, continuent à exploiter le Cameroun et à dicter même la politique, voire même l'instrument monétaire qu'on utilise au Cameroun. Nous, en tant que jeune génération, on ne peut plus accepter ça. C'est parce que vous comprenez un peu. Que les richesses nationales soient au service de la nation. Une fois que ces richesses sont au service de la nation, qu'il y ait un partage équitable de ces richesses. D'abord en fonction des régions, mais aussi à l'intérieur des régions. C'est le sentiment d'exclusion, de frustration qui fait que chacun se replie vers soi. Et demande sa région. Un peu comme l'actualité aujourd'hui, vous avez des communautés qui demandent leur région, vous avez des peuples qui demandent d'avoir leur petite région, et ça met vraiment une tache rouge sur l'unité. Oui, je vous ai dit que l'État s'est construit à travers la loi des monopoles, c'est-à-dire à travers, la privation. Je te prive de la terre, je te prive de ceci, je te prive de ta langue. C'était ça le projet colonial, c'est-à-dire le vainqueur, le colonisateur, a privé le colonisé de tout. Et lorsque le vainqueur est parti, l'élite qui a pris le pouvoir n'a pas pris le temps de réparer ces injustices-là. Et c'est ça qui nous conduit là où nous sommes là. Si vous voulez arrêter le problème par le tronc, mais vous ne trouverez pas la solution. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que l'État du Cameroun est prêt à sortir de la logique de la domination coloniale qui fait que l'architecture de l'État soit l'architecture d'un État néocolonial? Première question. Deuxième question, est-ce qu'une fois sorti de cette logique, l'État du Cameroun est prêt à se refonder sur la base communautaire? Parce qu'on parle de base communautaire, on va dire non. Si on construit l'État sur la base communautaire, les Camerounais vont se diviser. Moi, je vais vous prendre un exemple. Prenons seulement le cas de l'Église. Combien de divisions il y a à l'intérieur de l'Église? On a des catholiques d'un côté, des protestants, les vraies églises, tout ce que vous avez comme congrégation. N'est-ce pas? Mais pourquoi c'est le modèle communautaire qui va diviser davantage les gens qui sont déjà divisés? Prenons même les partis politiques. Il y a combien de partis politiques? On va dire que c'est l'expression de la démocratie, des libertés, et c'est un plus pour rendre un pays dynamique. En fait, c'est ce que je veux dire. Je veux dire quoi? La pluralité n'a jamais été un frein. C'est parce que vous comprenez un peu. Oui. Le problème, c'est comment on arrive à ce qui constitue l'unité. C'est-à-dire, nous sommes dans l'ordre des procédures. Qu'est-ce qui nous a conduit vers l'État? Ou alors, comment voulons-nous bâtir l'État du Cameroun pour le futur? D'accord. C'est ça la vraie question. Alors, mais on ne peut plus bâtir cet État sur la base du décret et de l'imposition. D'accord. Anissa, comment utiliser la décentralisation dont on parle aujourd'hui pour amener les Camerounais, justement, à être unis
et qu'il y ait véritablement cette paix sociale et cette cohésion nationale. Bon, comme sur le plateau, on n'est pas à l'église, oui. Moi, je ne fais pas de vœux pieux. Parce que notre ami dit est-ce que l'État camerounais est prêt à se décoloniser? Mais il ne faut pas lui poser la question. Il est de l'intérêt de notre pays et de la plupart des pays africains qu'on en finisse avec les États néocoloniaux. Un peu comme ce qui se passe au Mali. Comme ce qui se passe au Mali. En réalité, c'est la voie à suivre. Il n'y a que ça. Pendant longtemps, quand nous parlions, nous, les UPC, de l'État néocolonial, on disait que c'est des fantasmes, le Cameroun est indépendant, etc. Aujourd'hui, on voit bien que le problème, c'est la nature de cet État qui est tourné pour le fondamental vers les intérêts des Occidentaux. Parce que l'intérêt du pays voudrait que tout objectif, tout plan de modernisation ou de développement du pays soit d'abord endogène. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important, c'est utile pour les Kazans majeurs et les Camerounais de construire Marriott là? C'est ça la question. En ce moment-là, parce que l'État peut même exproprier pour un hôtel. Mais à condition que la question soit posée dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est une bande de jardins publics ou bien un hôtel Marriott? Il y en a déjà plein dans le pays. Mais à partir du moment où l'État considère que ce qui est fondamental, c'est la satisfaction des intérêts exogènes, alors il exproprie le Camerounais en leur privant de leur terre, en falsifiant les titres fonciers, etc. Il faut que l'État au Cameroun soit d'abord un État endogène. Pour le moment, il est exogène, c'est comme ça qu'on dit qu'il est néocolonial. La première chose. Deuxième chose, il faut qu'il reflète les aspirations des Camerounais. Et aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Parce que on ne peut pas imaginer qu'avec la mauvaise gouvernance, avec tous les problèmes que notre pays a, on imagine que le RDPC, le parti au pouvoir, écrase sur le plan électoral l'ensemble du pays. C'est-à-dire que le pourcentage des élections du RDPC est inversement proportionnel à sa popularité. Plus sa popularité baisse, plus il augmente ses chiffres électoraux. Malheureusement, il n'y a pas quelqu'un du RDPC ici pour vous répondre. Ouais, c'est peut-être pour ça que Mandinga n'est pas venu. Parce que, non, juste un problème de dernière minute. On est dans un casse-tête chinois. Le pays rejette une gouvernance. Cette gouvernance gagne les élections. Le pays va mal. Il y a un mal-vivre généralisé. Ça, c'est la vérité. Malgré une poignée de gens qui sont sur la coule douce. Et il est impossible d'assurer l'alternance par les urnes. C'est un casse-tête, un véritable casse-tête chinois, mais qui ne s'explique que par le fait d'un État répressif. Vous avez tout à l'heure, parlant du régime Bédio, quasi-répressif. Il n'était pas quasi-répressif. Demandez aux UPC, ils vont dire si c'est quasi-répressif, sinon très répressif. On n'a pas d'une dictature. Mais c'était une dictature sanguinaire, le régime Bédio. Mais je suis désolé. Des gens ont perdu, des milliers de Camerounais ont perdu leur vie. En 1976, la répression qui est abattue sur les militants UPCistes, il y a des jeunes Camerounais qui ont perdu leur emploi, ils sont 8 ans à tolérer, sans jugement. Vraiment, si ce n'est pas une dictature, je ne sais pas comment on peut la nommer. Alors, on amorce déjà la dernière ligne droite de ce programme, Tchèque. Au-delà de tous ces problèmes-là, on est quand même fiers que le Cameroun reste debout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une partie du territoire qui a été léguée à quelqu'un au regard de la bravoure, comme on a l'habitude de dire, de nos forces de défense. C'est quand même, au-delà des problèmes qu'on peut avoir, c'est quand même des choses qu'il faut saluer, parce qu'on a eu Bakassi, finalement, on a eu Boko Haram dans l'extrême nord. Heureusement, avec nos forces de défense, la situation a été maîtrisée, même si beaucoup de choses restent encore à faire. On peut quand même sourire de ce côté-là, qu'au-delà de tout ce qu'on a évoqué ici comme problématique, notre pays est quand même debout.
Effectivement, c'est en cela que je m'en voudrais si je ne remerciais pas le chef de l'État. Ah bon? Oui, effectivement, parce que... Tout à fait. Anissé, les libres de oui, tout à fait, oui. Je le dis en toute sincérité parce que, compte tenu de toutes ces influences que nos panélistes ont évoquées ici, à travers, n'est-ce pas, la pression, n'est-ce pas, de l'Occident sur nos pays, les politiques ou les politiques austères économiques austères dont ils nous ont soumis, vous voyez que pendant que l'Afrique bouillonne, mais pas seulement sur le plan social, avec des armes, le Cameroun est jusqu'ici en train de bouillonner que dans la parole. Donc pour moi, je pense que ça fait partie des forces que nous devons mettre à l'actif du chef de l'État. On doit le lui reconnaître. Et moi, je souhaite vraiment que nous soyons beaucoup plus réalistes, parce que si on reste dans ces calculs un peu néocolonialistes et autres, les gens se pètent. Moi, je pense qu'au Cameroun, il faut un peu de la bonne foi. Je crois que c'est Yamoussoukro. Elle est née, la ville de Yamoussoukro, parce que Abidjan était déjà complètement fermé. Abuja est né dans les mêmes conditions. J'étais récemment en Inde, j'étais à New Mumbai, parce que le Old Mumbai est plein. Qu'est-ce qui empêche nos ministres, nos fonctionnaires... Notre président. Ben, écoutez... Laissez-le parler. Allez-y, on a mis beaucoup de temps. Qu'est-ce qui empêche... Nous avons Yabassi, qui est presque ici à Douala, où on peut créer une nouvelle ville futuriste, et EDEA, et autres. Donc, il y a un peu de la mauvaise foi de la part des fonctionnaires. C'est compris. À qui on donne la possibilité de faire certaines choses. Finalement, pour rester toujours dans la thématique armée et nation, il y a quand même eu que pendant ces crises-là, les forces de défense ont pris le relais, même dans l'éducation des enfants. On voit ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest actuellement, dans la Damaro avec les coupeurs de route. C'est quand même une armée au service du peuple, à sa manière, pour maintenir cette cohésion sociale. Vous qui travaillez dans l'histoire. Oui, là, je peux vous le concéder. C'est-à-dire, je ne peux pas remettre en cause le rôle joué par l'armée et le sacrifice consenti. Parce qu'il faut d'abord comparer deux choses. Le sacrifice que l'armée camerounaise fait sur le terrain et le comportement des administratifs dans les bureaux qui pensent qu'ils sont des dieux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Pendant que d'autres perdent leur vie pour sauver la nation. Et une fois que cela est dit, je vais, aborder un second point. Il n'y a pas d'indépendance politique sans pouvoir militaire. Vous devez comprendre ça. Le pouvoir est au bout du fusil. C'est pour ça qu'en Occident, dès qu'une nation émerge économiquement, sur le plan militaire, cela doit suivre. Et si nous voulons avoir de l'indépendance politique en Afrique, nous devons construire des armées de premier plan. Ce n'est pas une blague. Nous ne devons pas seulement avoir des armées du genre... On aura l'exemple le 20 mai avec la parade militaire, avec une armée qui va présenter aux yeux du monde ses forces et sa capacité à pouvoir vaincre l'ennemi. En réalité, l'armée, c'est la condition de notre indépendance. Si nous n'avons pas une armée forte, ils vont venir, ils vont manipuler certains terroristes, un peu comme ça se passe au Mali. On veut les richesses du nord du Mali, le pétrole. On crée du djihadisme, on égorge des femmes, on brûle des maisons pour que les gens fuient. Il faut donc une armée forte, parce que l'armée est la condition de notre indépendance. C'est pour ça que moi, je ne peux pas remettre en cause la bravoure de l'armée et tout ce qu'ils font comme travail. De ce point de vue, nous sommes d'accord. D'accord. Alors, je vais vous permettre de faire le dernier tour de table en quelques secondes. L'unité nationale se célèbre donc vendredi prochain. Votre souhait aujourd'hui pour en arriver à un Cameroun paisible, ce serait quoi? Mon souhait pour un Cameroun paisible, c'est qu'il faut un nouveau contrat social. C'est-à-dire l'État doit s'adapter aux réalités de chez nous. On ne peut pas construire un État jacobin dans les sociétés de type communautaire. Cela n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut que le citoyen lambda, pour parler simplement, du village, se sente concerné
Il ne doit pas rester dépossédé en attendant que c'est l'élite qui viendra avec l'hypothétique développement. Ça n'existe pas. Anissé, comment faire pour que le Camerounais lambda, comme on dit ici, puisse se retrouver dans la célébration de cette unité nationale? Mais le cœur n'est pas à l'ouvrage, il faut le dire. La grande satisfaction qu'on peut avoir au cours de ces dernières années, c'est justement le fait que nos forces armées ont, sans aucun calcul, accepté les sacrifices pour préserver l'intégrité territoriale du Cameroun, à l'extrême nord au Nozo, et puis à l'est. Je vois que contrairement, il y a une mutation réelle au sein de notre armée. De 60, où on en a fait une armée de lutte contre les indépendantistes et les... Oui, allez-y, puisque c'est terminé. Voilà, elle est revenue à une armée nationale soucieuse de préserver l'intégralité de notre territoire. Il faut lui en rendre hommage. Tchèque, votre dernier mot pour sortir, pour que le Cameroun soit émergent? Pour que le Cameroun soit émergent, nous allons une fois de plus appeler les fonctionnaires, d'où qu'ils se trouvent, à accompagner véritablement le président de la République dans les missions qui sont les siennes et dans la politique qu'il a entrevue pour l'émergence du Cameroun en 2030. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Tchèque Fessal, Philémon Moubé Aboussi, Anissé Ekané, merci, messieurs, pour votre disponibilité. Nous sommes en plein dans la célébration du 50aire de l'unité nationale au Cameroun. On va vous proposer une série jusqu'à vendredi. Je vous donne rendez-vous donc demain, lorsqu'il sera 18h30 sur ces mêmes antennes pour un autre débat et une autre thématique. Merci de rester en compagnie de nos programmes.